Bienvenue pour cette première leçon qui est intitulée Comment décrire son activité. Première leçon du module Comment évaluer et valider son projet de création d'entreprise. En fait, toute la préparation de votre projet dépend de cette première étape. Il ne suffit pas juste de dire je veux vendre des bijoux. Il va falloir préciser brièvement ce que vous souhaitez vendre, à qui, pourquoi, comment, où, etc. En fait, cette activité, elle peut s'envisager de différentes manières, sous différentes formes. Ça peut très bien être de la vente de bijoux artisanaux que j'ai fabriqués moi-même et que je revends sur les marchés, comme ça pourrait être aussi de l'achat-revente pur et simple de bijoux sur Internet. Et ça peut être fait pour des typologies de clients différents. Ça peut être pour des jeunes filles ou pour des femmes à partir de 40-45 ans, ou des bijoux masculins qui s'adressent aux hommes de 30 à 40 ans. Voilà, ça peut forcément être plusieurs typologies de clients, plusieurs manières d'exercer l'activité, et donc forcément, ça va nécessiter des moyens spécifiques qui peuvent être différents. Si je fabrique les bijoux, j'ai besoin d'avoir un atelier de fabrication, alors que si je les achète et je les revends, je n'ai pas besoin d'atelier de fabrication. D'où l'importance de bien décrire son activité. Et justement, pour bien décrire son activité, la première chose à faire, ça va être de décrire le plus précisément possible l'activité et le business model. Toutes les dimensions en fait de votre projet doivent être exprimées ici. Qu'est-ce que vous vendez? Un produit, un service? Détaillez vos produits et services. Est-ce que c'est de la fabrication? Est-ce que c'est de l'achat-vente? Est-ce que c'est de l'import-export? Est-ce que c'est de la transformation? Est-ce que vous faites du service en direct ou de la sous-traitance? Est-ce que vous allez proposer de l'affiliation ou de la mise en relation? Et comment vous allez le vendre? Est-ce que vous le vendez en ligne, sur les marchés, en porte-à-porte, en boutique? Précisez voilà aussi comment vous le vendez quand vous décrivez votre activité. Et enfin, à qui vendez-vous? Est-ce que vous vendez aux particuliers, aux professionnels, aux enfants, aux adultes, aux hommes, aux femmes? Voilà, précisez un petit peu à qui vous vendez finalement vos produits et services. Je vous donne un exemple et on va suivre cet exemple un petit peu tout le long. Par exemple, je peux dire que je fais de la vente en ligne de bijoux fantaisie personnalisés dont la fabrication est sous-traitée. Je peux dire que je fais de la fabrication et vente de bijoux fantaisie sur les foires et marchés artisanaux. Ou je peux dire que je fais de l'achat-revente de bijoux de luxe en boutique spécialisée. Donc vous voyez qu'il y a bien ça reste l'activité de vente de bijoux, mais je la précise et en fonction de comment je la précise, je me rends bien compte que ce n'est pas les mêmes moyens que je vais devoir mettre en place. Vous devez également ensuite définir quels produits ou services seront vendus précisément. D'accord? Est-ce que ça sera des produits que vous avez fabriqués? Est-ce qu'il y aura des accessoires? Est-ce que c'est de l'import? Est-ce que vous allez faire du dropshipping? Est-ce qu'il y a de la location? Est-ce que ce sont des produits neufs ou produits d'occasion? Est-ce que vous proposez des services annexes ou des services de financement? Est-ce que vous avez une gamme de produits ou un bouquet de services, ou alors vous proposez un produit unique ou un service unique? Est-ce que vous faites de la personnalisation? Voilà, vraiment, vous devez vraiment être ultra précis sur les produits ou les services que vous allez vendre pour bien comprendre tout ce que ça va impliquer derrière. Vous allez ensuite devoir indiquer quel sera votre type de clientèle. Vous devez essayer de la définir assez largement, sans rentrer encore trop dans le détail, puisque ça, c'est plutôt quelque chose que vous allez faire en délimitant votre marché. On n'est pas encore à l'étape où on délimite le marché, mais là, vous devez déjà être en mesure de dire est-ce que vous vous adressez aux particuliers, aux professionnels, à quel type de particuliers? Est-ce que ce sont des particuliers en activité, les particuliers sans emploi? Enfin, voilà, vous devez essayer de préciser un petit peu selon certains critères, au moins dans les grandes lignes. Et vous devez ensuite essayer de voir s'il s'agit d'une clientèle identifiable, c'est-à-dire qui va être facilement accessible avec un fichier, une base de données, un annuaire, etc. Ou alors c'est une clientèle qui va être plutôt diffuse et qui va être plus difficilement accessible puisqu'elle est peu identifiable et peu localisable. En fait, quand on dit qu'une clientèle est diffuse, c'est qu'elle peut venir de toutes parts et qu'on ne sait pas précisément d'où elle vient.
Vous pouvez aussi avoir une clientèle de proximité. Là, ça va être une clientèle qui est localisée, regroupée dans un secteur géographique ou une zone de chalandise bien précise. Et enfin, vous pouvez avoir la clientèle de masse, la clientèle de grande consommation. Donc où là, vous avez un nombre de clients qui est important sur un périmètre étendu et avec des grands volumes. Donc voilà un petit peu les différentes typologies de clientèle. Et donc, si vous avez une clientèle identifiable ou une clientèle de masse, bien la stratégie, les moyens, les compétences à mettre en œuvre ne vont pas être les mêmes. Si vous avez une clientèle de masse, en fait, vous devez avoir la capacité de construire et de maîtriser un réseau de distribution de taille conséquente. Si au contraire c'est une clientèle de proximité, là vous avez l'emplacement qui va être très important et également le réseau local qui va être important, la réputation, le réseau local. Si c'est une clientèle qui est diffuse, qui peut venir d'un peu partout, là vous devez avoir la capacité à construire, à animer et à entretenir un bon réseau relationnel, un réseau d'intermédiaires ou de prescripteurs. Je vous donne un exemple. Pour les personnes qui sont dans le médical, ou dans le paramédical plutôt, par exemple un psychomotricien, il va avoir intérêt à avoir un bon réseau de médecins, de pédiatres, un bon réseau au niveau des écoles également. Il doit se faire connaître, il doit entretenir et animer son réseau pour qu'on lui envoie de la clientèle. Et enfin, si vous avez une clientèle qui est identifiable, là c'est plutôt, ce qui est important, c'est d'avoir une capacité à mener une négociation commerciale, puisque vous allez pouvoir donc, identifier les clients, et identifier les clients, ça veut dire très concrètement avoir leurs coordonnées, leur numéro de téléphone ou leur adresse. Et donc il va falloir faire du phoning ou du mailing, du porte-à-porte, et donc là c'est vraiment la capacité de négociation commerciale qui va être importante. Donc voilà, en fonction de la typologie de clientèle, on voit bien que ce n'est pas les mêmes capacités, les mêmes moyens à mettre en œuvre. Vous devez également, quand vous cherchez à décrire précisément votre activité, définir à quel besoin précisément répond votre produit ou service. En fait, il y a différents besoins, et c'est Maslow qui avait théorisé ça, dans ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Vous avez des besoins plus ou moins importants, d'accord ? Et il peut y avoir un véritable écart entre ce que vous souhaitez proposer à vos futurs clients et leurs véritables attentes. D'accord ? Tout simplement parce que le niveau de leurs besoins n'est peut-être pas au même niveau que celui auquel vous souhaitez répondre dans cette fameuse pyramide de Maslow. On peut avoir des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement, en sachant que, bien évidemment, selon Maslow, il faut que les besoins à la base soient remplis avant de chercher à répondre à un besoin au sommet de la pyramide. Donc, ce que vous devez faire, c'est être en mesure de déterminer précisément à quel besoin répond votre produit ou service. Est-ce que c'est un besoin d'estime de soi? Est-ce que c'est un besoin de sécurité, etc. Est-ce que c'est un besoin qui a été clairement exprimé ou c'est un besoin qui est latent, qui n'est pas encore connu? En fait, pour vous donner un exemple, si vous souhaitez vendre une crème hydratante innovante, végane, biologique, avec des ingrédients qui viennent 100% de France, est-ce que vous avez prévu de résoudre les problèmes des personnes qui ont besoin de maîtriser leur impact sur l'environnement? C'est un besoin qui est très sophistiqué, proche de l'accomplissement ou en tout cas d'estime de soi, d'appartenance, c'est sûr. Ça peut être le besoin des personnes qui veulent faire attention aux produits qu'ils mettent sur leur peau. C'est un besoin peu sophistiqué qui est plus proche de la sécurité, la peur des autres produits. Ou alors, ça peut être le besoin des personnes qui doivent juste mettre une crème le matin, peu importe laquelle. C'est un besoin qui est plutôt basique, fonctionnel, un automatisme et une habitude, quoi. Et donc là, on est plutôt presque de l'ordre de besoins physiologiques pour eux. Donc prenez bien le temps de situer où se trouve le problème de votre public. Et enfin, sachez que les types de besoins peuvent varier au sein d'un même type de service ou d'activité. Par exemple, si on prend le cadre d'une activité de coaching personnel, vous pouvez très bien aider les personnes à se libérer du stress et à retrouver le sommeil. C'est un besoin plutôt de
survie, de sécurité. Comme vous pouvez aussi dire que vous accompagnez les personnes dans leur développement personnel et dans leur accomplissement. Et donc là, on est plutôt sur l'estime de soi, l'accomplissement des besoins qui sont à un niveau plus élevé. Et aussi, il faut déterminer si ce besoin, il est déjà largement exprimé ou constaté, ou est-ce qu'il est plutôt émergent, c'est un besoin latent. Si c'est un besoin latent, en fait, il y a des situations où des personnes ont besoin de quelque chose, mais elles ne vont pas forcément en parler. Et c'est ça qu'on appelle un besoin latent. Ça peut être pour diverses raisons, hein. On peut avoir honte, on se le cache, on n'en a pas conscience, ou on préfère ne pas en parler avec certaines personnes. Et enfin, il y a les situations où les personnes expriment clairement leurs besoins, hein. On parle alors de besoins exprimés dans ce cas-là. Et une personne qui a identifié son besoin, qui en a connaissance, c'est une personne qui exprime son besoin, mais elle ne l'exprime pas forcément tel qu'il est. Et donc un besoin réel peut finalement être différent du besoin exprimé. Si c'est un besoin latent, ça peut être plus long à émerger et votre solution sera peut-être adoptée finalement plus lentement. Vous allez donc avoir besoin de communiquer beaucoup et donc un besoin en financement plus important. Posez-vous donc la question, est-ce que votre public a plutôt tendance à exprimer son besoin ou au contraire, est-ce que c'est un besoin qui est plutôt latent? Et lorsque le besoin est latent, comment on pourrait le révéler? Qu'est-ce que vous pourrez faire pour le révéler? Est-ce que vous allez devoir communiquer beaucoup pour révéler ce besoin? Lorsqu'il est exprimé, comment vous allez pouvoir capter la demande existante? Parce qu'un besoin exprimé, les gens en parlent. Donc ça veut dire qu'ils vont rechercher aussi des solutions à leurs problèmes. Continuons avec l'exemple de la crème hydratante. Le besoin réel, c'est le public qui souhaite avoir une belle peau. Pour cela, il souhaite une crème qui nourrit et hydrate. Le besoin profond est lié à la validation sociale et l'estime de soi à travers l'image. Okay. Besoin exprimé, il y a une partie du public qui a identifié son besoin et va effectuer des recherches. Donc par exemple, acheter une crème hydratante ou cosmétique vegan. Et il est possible en fait d'aller toucher ces personnes-là en se plaçant dans les moteurs de recherche à l'aide de Google Ads ou du référencement naturel, en faisant de la publicité ciblée ou sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que ce sont des personnes finalement qui vont faire des recherches et que vous allez pouvoir retrouver ensuite. Et enfin, le besoin latent, il y a une partie de mon public qui n'exprime pas son besoin parce qu'elle ignore qu'il y a une offre qui répond à ses exigences en matière de crème hydratante qui respecte l'environnement. Donc il va falloir faire connaître sa marque et là on va pouvoir toucher ces personnes-là avec de la publicité ciblée selon leurs intérêts sur les réseaux sociaux. Comme de cette manière-là, on va révéler un besoin latent et créer la demande. Donc c'est un public qui n'exprime pas son besoin parce qu'en fait, elle ne sait pas qu'il y a une offre potentiellement qui peut répondre à son besoin. Donc elle ne l'exprime pas. Et là, on va essayer d'aller chercher ses clients en les ciblant par rapport à des critères bien précis. Enfin, faites attention. Si vous proposez plusieurs produits ou services différents, il peut y avoir un problème de lisibilité de votre offre pour vos clients. Vous devez en fait être le plus clair possible et garder en tête qu'un produit ou un service doit répondre à un besoin bien identifié. Vous devez être clair et précis sur la description de votre offre. Maintenant que vous savez à quel besoin répond votre produit ou service, vous allez maintenant devoir définir quel en sera son mode d'utilisation. Comment votre produit ou votre service sera-t-il utilisé? En fait, en décrivant l'usage et le fonctionnement que vous avez envisagé initialement, vous serez amené à vous demander si ça correspond vraiment aux attentes actuelles et aux besoins actuels des consommateurs. Est-ce que ça leur fait gagner du temps, c'est plus simple à utiliser, ça leur fait gagner de la place, ça leur fait des économies financières, c'est plus sain, moins polluant, plus sécurisé, bref. Vous devez voir en fonction de l'utilisation qui sera faite de vos produits ou services si cela correspond bien à l'attente actuelle des consommateurs. Vous devrez également être amené à vous poser la question, est-ce qu'il faudra éduquer finalement vos clients pour qu'ils puissent utiliser vos produits ou services? Est-ce que c'est des produits ou services qui vont être
relativement simples à utiliser, ou alors est-ce qu'il faudra un petit peu les former? Si oui, il faudra prévoir forcément un budget de communication adapté et également un service après-vente parce que ça veut dire qu'il va y avoir des difficultés d'utilisation et que vous devez en assurer le support derrière. Donc forcément, les moyens à mettre en œuvre ne seront pas les mêmes. Et vous devez également poser la question de savoir s'il y a des conditions nécessaires pour l'utilisation de vos produits ou services. Est-ce qu'il y a des conditions préalables que vos clients devront remplir pour pouvoir utiliser vos produits ou services? Il peut exister, selon les biens ou services que vous allez vendre, la nécessité d'avoir par exemple une installation adaptée préexistante chez votre client. Il peut exister l'obligation pour votre client d'avoir un équipement spécifique en sa possession pour qu'il puisse utiliser votre produit ou votre service qui devient en fait un accessoire, un complément d'un équipement qui est déjà utilisé par votre client. Ou alors il peut même y avoir des prérequis en matière de formation ou d'expérience préalable de votre client pour qu'il puisse utiliser votre produit ou votre service. Ensuite, la prochaine étape pour bien décrire votre activité, ça va être d'indiquer comment vous allez vendre vos produits ou vos services. Vous devez préciser les différents canaux de distribution que vous allez utiliser pour vendre vos produits ou services. Est-ce que vous allez vendre en boutique, sur les marchés, via des prescripteurs, via une force de vente, sur Internet, en porte-à-porte, etc. Pourquoi? Parce que ce choix, tout simplement, va influer directement sur les moyens à réunir, que ce soit des moyens matériels ou humains, et sur les coûts de commercialisation de vos produits et services. En plus, des réglementations spécifiques peuvent s'appliquer selon l'endroit où vous décidez de vendre. Par exemple, pour vendre sur les marchés, vous devrez obtenir la carte de vendeur commerçant ambulant. Si vous souhaitez vendre en boutique, à ce moment-là, votre boutique devra respecter la réglementation concernant les établissements recevant du public, notamment concernant l'accès pour les personnes handicapées, etc. Si vous vendez sur Internet, c'est de la vente à distance. Dans ce cas-là, il y a la réglementation concernant le délai de rétractation de 14 jours qui s'applique. Enfin, voilà, vous comprenez que en fonction finalement de comment vous souhaitez vendre vos produits, ce ne sera pas les mêmes moyens à réunir parce que tout simplement, ça va nécessiter plus de moyens humains si vous souhaitez vendre via une force de vente, via un réseau de prescripteurs. Ben là, vous avez forcément des personnes qui vendent vos produits et services. Donc, ça nécessite des moyens humains, il y a un coût de rémunération. Si vous souhaitez vendre en boutique, ça nécessite de payer un loyer ou alors si vous vendez en dépôt-vente, de laisser une marge à la personne qui va vendre vos produits. Donc forcément, voilà, ce ne sont pas les mêmes moyens à réunir. Ça va influer directement sur la structure de vos coûts et sur la réglementation qui va être applicable. Donc déterminez bien les différents canaux de distribution que vous allez utiliser pour vendre vos produits et services. Étape suivante, vous allez, pour décrire votre activité, vous attarder aussi sur les points forts de votre offre. Vous devez mettre en avant votre avantage concurrentiel. Qu'est-ce qui fait finalement que vous vous différenciez de l'offre existante sur le marché? Il s'agit de mettre en avant votre avantage et les performances attendues en raison de cet avantage. Vous pouvez par exemple avoir un savoir-faire unique lié à une expérience dans votre domaine d'activité, vous pouvez avoir une forte notoriété dans votre domaine, vous pouvez avoir l'exclusivité dans la distribution de votre produit, ou vous pouvez très bien aussi réussir à avoir un emplacement commercial de premier choix qui fait que forcément vous allez générer des ventes parce que vous avez le meilleur emplacement. Vous pouvez également vendre un produit ou un service qui est innovant et qui vient apporter un vrai plus à vos clients grâce à cette innovation. Bref, en tout cas, faites une analyse critique des points forts de votre offre pour estimer si ces points forts seront suffisants pour vous distinguer de vos concurrents et vous donner un véritable avantage concurrentiel. Après les points forts, vous devez également vous attarder sur les contraintes et les obstacles liés à vos produits ou services. Ces contraintes peuvent être de différentes natures, elles peuvent être liées aux caractéristiques même du produit, parce que vous vendez un produit qui est fragile, qui est périssable, qui est dangereux, qui est facilement copiable, etc. Ça peut être des contraintes qui sont liées
à la production, à la fabrication, parce que vous avez par exemple des difficultés d'approvisionnement, c'est un processus de fabrication qui est relativement long, qui peut être coûteux, il y a un conditionnement spécifique à respecter pour vos produits ou services, l'étiquetage, etc. Ça peut être également des contraintes liées à l'image de votre produit ou de votre service, parce que par exemple c'est un produit qui est assez nouveau et qui du coup pour l'instant n'est pas bien connu, il y a une faible lisibilité de votre offre. Ça peut être aussi un service qui est assez complexe à comprendre. Là je prends le cas par exemple d'un consultant SEO qui fait du référencement naturel. Le référencement naturel c'est quelque chose qui est très technique et qui va peut-être pas parler à ses clients et qui va donc être difficile de faire comprendre l'intérêt du service. Ça peut être aussi une contrainte parce que c'est un produit de luxe et donc il y a l'image du luxe qui est associée à ça. Il faut que vous ayez une communication qui soit cohérente avec l'image de luxe. L'effet de mode aussi, hein, c'est une contrainte liée à l'image. Un effet de mode, ça va être un produit qui va être très éphémère et du coup, il va falloir savoir vous renouveler si vous avez un produit qui est plutôt à effet de mode. Ça peut être aussi une image négative, par exemple, si le produit a un impact sur l'environnement ou si on prend le cas d'un huissier de justice, finalement, c'est une activité qui n'a pas une image très positive. Donc vous pouvez avoir ces contraintes liées à l'image du produit. Ça peut être également des contraintes liées à la distribution de votre produit ou de votre service. Est-ce que vous allez devoir, par exemple, créer une marque forte? Est-ce que vous allez devoir assurer un service après-vente? Est-ce que vous devez approcher la grande distribution pour vendre vos produits et services? Est-ce que c'est des produits qui nécessitent de mettre en place de la livraison? Dans ce cas-là, combien ça va coûter? Etc. etc. Ça peut être enfin des contraintes, je dirais, d'ordre général, des contraintes techniques d'ordre général, où vous pouvez par exemple avoir l'obligation de sous-traiter, des investissements importants nécessaires, une logistique spécifique, des partenariats technologiques ou commerciaux indispensables pour pouvoir mettre en œuvre votre activité. Donc voilà, globalement, listez un petit peu toutes ces contraintes, vérifiez si elles ne sont pas trop importantes de nature à empêcher de réaliser votre activité en bonne et due forme, et surtout essayez de voir comment vous allez pouvoir les contourner, les atténuer, combien ça va vous coûter et combien de temps ça va vous prendre pour essayer d'atténuer un petit peu ces contraintes. Et enfin, dernier point concernant la description de votre activité, vous devez commencer à vous intéresser à la réglementation de votre activité. Est-ce que votre activité fait l'objet d'une réglementation particulière? Certaines activités sont réglementées. Vous allez devoir fournir un diplôme ou justifier de 3 années d'expérience. C'est le cas par exemple de certaines activités artisanales comme le coiffeur, les activités du bâtiment, la pâtisserie, la boulangerie, la boucherie, les activités de mécanique automobile. Voilà, pour ces activités-là, vous devez fournir un diplôme ou justifier de 3 années d'expérience professionnelle. Vous pouvez aussi, dans certains cas, avoir des autorisations spécifiques à obtenir. Dans le cadre de la restauration, par exemple, vous devez fournir une licence si vous souhaitez vendre de l'alcool à côté de vos repas. Vous pouvez également avoir l'obligation de fournir une certaine certification ou un agrément. Ça peut être le cas, par exemple, dans certaines activités de service à la personne. Vous avez également parfois des formations à suivre. Encore une fois, si on prend le cas de la réglementation applicable à la restauration, les restaurateurs doivent suivre une formation HACCP concernant les risques alimentaires et l'hygiène sanitaire. Vous pouvez également avoir des réglementations concernant des normes de production ou de fabrication pour vos produits ou services, avec un étiquetage spécifique, des produits bien spécifiques à utiliser, en certaines quantités, etc. Votre activité, vous devez aussi vous poser la question, est-ce qu'elle est en cours de réglementation? Est-ce qu'il y a des évolutions législatives de prévues dans les prochains mois ou les prochaines années concernant votre activité? Et comment ces évolutions législatives vont impacter finalement votre auto-entreprise?
Si vous êtes salarié, vous devez également vérifier si votre contrat de travail ne vous empêche pas d'exercer votre activité en tant qu'auto-entrepreneur. Vous pouvez par exemple avoir une clause d'exclusivité ou une clause de non-concurrence dans votre contrat de travail qui va vous interdire d'exercer telle ou telle activité ou même d'exercer une activité en parallèle de votre activité salariée. Si vous êtes fonctionnaire, les fonctionnaires, eux, n'ont pas forcément le droit d'ouvrir une auto-entreprise. Ils doivent au préalable solliciter leur hiérarchie et demander l'accord de leur hiérarchie avant de pouvoir créer l'auto-entreprise. Donc ça aussi, c'est plus une réglementation spécifique à l'activité, mais c'est une réglementation qui peut vous concerner. Ensuite, selon votre activité, certaines activités peuvent être soumises à une contrainte de garantie qui va induire un coût supplémentaire. Par exemple, l'obligation de fournir une caution financière, c'est le cas des personnes qui souhaitent devenir courtières en assurance. Dans ce cas-là, pour le courtier en assurance, il y a une obligation de garantie financière à fournir. Vous pouvez également avoir l'obligation de souscrire à certaines assurances. Si on prend le cas du bâtiment, par exemple, les entrepreneurs dans le bâtiment doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance décennale. Ces obligations d'assurance, vous devez aussi en prendre conscience dès l'instant où vous êtes en train de décrire votre activité. Si c'est une activité qui implique une réglementation particulière, prenez-en connaissance dès maintenant, avant d'aller plus loin dans votre projet, parce que finalement, parfois cette réglementation pourra être un frein à votre projet et vous devrez trouver une solution pour pouvoir lancer votre projet quand même. Donc prenez tout de suite connaissance de cette réglementation, puisque la faisabilité finalement de votre projet en dépend. Voilà, on arrive au bout de cette première leçon de comment on décrit son activité, et donc là c'est le moment de faire le bilan, de faire le récapitulatif de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Donc à l'aide de toutes ces questions, vous devriez maintenant pouvoir décrire brièvement quelle pourrait être la future activité de votre auto-entreprise. Profitez-en du coup pour faire le bilan et analyser les points forts et les points faibles de cette première étape. Vous allez pouvoir ainsi déjà prévoir les démarches à accomplir pour améliorer cette première partie. Je vais vous donner un exemple final pour que vous compreniez bien comment ça doit se passer. Donc, on doit décrire le plus précisément possible son activité. Donc je reprends l'exemple que j'ai utilisé au tout début concernant la fabrication de bijoux. Si je prends le cas d'une activité de fabrication de bijoux, décrire précisément mon activité, ça reviendrait à dire que je fabrique des bijoux fantaisie féminins destinés aux jeunes femmes actives entre 25 et 40 ans par exemple, à partir de matières premières locales et ou éco-responsables, et que je vais ensuite les vendre sur les foires et les marchés artisanaux de la région. Voilà, ça c'est une manière précise de décrire son activité. Ensuite, une fois qu'on a décrit l'activité, eh bien on va pouvoir analyser les points forts et les points faibles. Donc là, dans l'exemple que je vous cite, les points forts, ça pourrait être par exemple la fabrication artisanale locale. C'est du fait main, du made in France. C'est des créations uniques également. C'est aussi des matières premières locales et ou éco-responsables qui sont utilisées. Donc il y a aussi un point fort dans les matériaux qui sont utilisés. Et enfin, le porteur de projet a déjà acquis une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Il a une communauté très active qui le suit déjà et qui attend le lancement de ses produits. D'accord ? Puisque ça fait déjà pas mal de temps qui leur parle de ce projet et la communauté est en attente, il y a déjà une forte notoriété. Donc voilà pour les points forts. Pour ce qui est des points faibles, par rapport à ce secteur d'activité, c'est un secteur, la vente de bijoux sur les marchés, qui est très concurrentiel et d'autant plus dans la zone géographique du porteur de projet puisque ça va être en Provence. Et en Provence, sur les marchés en Provence, vous avez énormément de vendeurs de bijoux fantaisie. Vous avez également la difficulté d'approvisionnement en matières premières, qui est un point faible par rapport à l'activité, parce que les matières premières locales pour créer ces bijoux ou éco-responsables, ça ne va pas être ce qu'il y a de plus facile à trouver, ça va coûter aussi un petit peu plus cher, donc les coûts des matières premières vont être aussi plus élevés. Et enfin, le dernier point faible, c'est que il n'y aura pas de point de vente fixe. Il va naviguer de marché en marché, et donc les clients
ne pourront pas retrouver ces produits à un endroit fixe. C'est une contrainte liée à l'activité, le fait de vendre sur les marchés. Voilà pour ce qui est des points forts et des points faibles. Et donc forcément, en analysant ces points forts, ces points faibles, on va pouvoir également mettre en place un plan d'action qui va permettre d'améliorer cette partie. Le plan d'action, dans mon exemple, ça pourrait être de créer une marque forte pour se distinguer et se démarquer des concurrents. On prévoit également un achat de stock important au démarrage pour éviter les difficultés d'approvisionnement s'il y a une demande assez forte en produits. Il faut également, pourquoi pas, envisager un canal de vente supplémentaire, par exemple la vente en ligne ou de faire du dépôt-vente dans des boutiques sélectionnées de la région. Il faudra également penser à se renseigner sur la carte ambulant pour pouvoir vendre sur les marchés et se renseigner sur la réglementation relative aux bijoux fantasy et aux métaux précieux éventuellement si des métaux précieux sont utilisés puisqu'il y a des réglementations en la matière, notamment sur les matières qui sont utilisées pour fabriquer les bijoux. Une fois qu'on a fait cette petite analyse, vous comprenez qu'on a pu décrire très concrètement son activité, on a analysé les points forts et les points faibles et grâce à ça, on a pu mettre en place un plan d'action. Voilà comment vous devez décrire précisément votre activité. C'est tout pour cette première leçon et on se retrouvera dans la deuxième leçon de ce premier module de formation. La deuxième leçon va porter sur comment vous délimitez votre marché. Il ne s'agit pas encore de l'étude de marché, mais c'est une première ébauche dans laquelle on définit vraiment son marché, on le délimite précisément. À très bientôt pour la deuxième leçon.